En Guinée, des femmes observatrices ont été déployées pour prévenir les violences électorales. L'initiative vise à mettre en œuvre un système d'alerte précoce. Condamnation de 2 Malgaches aux travaux forcés à perpétuité. Ils sont accusés d'avoir assassiné un couple français à Madagascar en 2012. Enfin, en Grèce, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a appelé lundi l'Union européenne à accueillir plus de réfugiés dans le cadre de sa politique de relocalisation. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle édition de l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En Guinée, des femmes observatrices ont été déployées pour prévenir les violences électorales. C'est une initiative de la case de veille, un mécanisme d'observation. L'objectif est de mettre en œuvre un système d'alerte précoce en cette période sensible. Les précisions à travers ces propos. Et la case de veille, c'est un mécanisme d'observation citoyenne des femmes de Guinée pour des élections apaisées. Et c'est une expérience que nous avons commencée en 2013 à l'occasion des élections législatives et qui est considérée aujourd'hui comme un modèle à cause des acquis que la case de veille a obtenus en termes d'apaisement et en termes de prévention des conflits. La démocratie est un processus. Il y a des écueils, il y a des injustices, il y a des imperfections, mais qu'il était important qu'au-delà de tout, on préserve notre pays. Mais nous nous investissons aussi pour que ces injustices, ces irrégularités puissent être corrigées. Les observateurs sont munis des téléphones flottes. Une fois qu'ils sont sur le terrain, ils font le recueil des informations que nous traitons directement, c'est-à-dire à partir du mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide. La Guinée-Bissau a un nouveau gouvernement après 2 mois de blocage politique. Blocage intervenu après la destitution du Premier ministre Domingos Simeos Pereira. La nouvelle équipe comprend 15 ministres et 14 secrétaires d'État, en plus du Premier ministre Carlos Correa. Toutefois, les portefeuilles de l'intérieur et des ressources naturelles n'ont pas encore été attribués. Notons que les nouveaux ministres sont pour la plupart issus de l'équipe dissoute en août et membres du Parti africain pour l'indépendance et la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Au Rwanda, la Chambre des députés a commencé ce lundi l'examen du projet de réforme de la Constitution. Une réforme destinée à permettre au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat en 2017. Les détails. Ce projet de révision de la Constitution porte notamment sur l'article 101 qui interdit d'exercer plus de 2 mandats présidentiels. Les députés ont approuvé les grandes lignes du dit projet qui ne permet pas en état à Paul Kagame, élu en 2003 puis en 2010, de se représenter en 2017. Tous les députés ayant pris la parole lui ont exprimé leur soutien à l'exception de 2 d'entre eux qui ont néanmoins souligné les risques d'une modification de la Constitution. Mais pour être adoptée, la Constitution révisée doit recueillir les 3/4 de votes dans chacune des 2 chambres du Parlement, toutes 2 très largement dominées par le FPR et ses alliés. Elle devrait être ensuite soumise au référendum. Quelques 3 700 000 Rwandais ont signé les pétitions lancées à travers le pays pour demander un maintien au pouvoir de Paul Kagame, 57 ans homme fort du pays. Cette initiative a été présentée par le pouvoir comme une démarche émanant du peuple, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre orchestrée par les autorités dans un pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté d'expression et son peu d'ouverture politique. Jeudi dernier, la Cour suprême du Rwanda a rejeté la requête d'une petite formation d'opposition, le Parti démocratique vert, visant à empêcher une réforme de l'article 101. Les juges ont estimé qu'aucun article de la Constitution n'était immuable. Le Parti démocratique vert est la seule formation politique du pays à s'opposer à un 3e mandat de Paul Kagame. Pour sa part, Kagame a affirmé qu'il ne briguerait un 3e mandat que s'il était plébiscité par son peuple. Les Soudanais se sont rendus en Syrie et en Libye pour rejoindre les rangs du groupe djihadiste État islamique. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre soudanais de l'Intérieur Ismaël Abdel Rahman. Il a précisé que son pays, en coordination avec le gouvernement turc, avait réussi à empêcher plusieurs personnes de rejoindre l'organisation djihadiste, organisation qui sévit en Irak, en Syrie et en Libye.
À Madagascar, la justice a condamné 2 Malgaches pour l'assassinat d'un couple français en 2012. Ils ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Ils devront également verser environ 32 000 € en guise de dommages et intérêts à chacune des familles des victimes. Reportage. Pour M. Fontaine, c'est à la fois une satisfaction parce que les auteurs de ce crime dorment en prison et pour toujours, mais ne pas pouvoir répondre à cette question de savoir pourquoi vous avez tué ma fille et pour la famille Fontaine pourquoi vous avez tué mon fils, ça doit être quelque chose de très dur à vivre. Ils vont devoir vivre avec ça parce qu'au moins on a identifié les auteurs, mais on ne connaît pas le mobile, ni la raison. Et ça restera toujours un mystère et Madagascar n'a pas livré ce mystère et l'audience intitulée aujourd'hui n'a pas permis d'y répondre. À Bangui, des jeunes participent à un stage de renforcement des capacités dans les domaines de la maçonnerie et ses dérivés. De quoi les occuper pour effacer les tristes images laissées dans les mémoires par les violences. Cette formation professionnelle répond à la demande des entreprises qui éprouvent des difficultés à accomplir correctement les travaux. Par exemple, je peux dire qu'il y a des balakas parmi nous. Dans la première voie, il y a aussi des scellés quand il y a les balakas, mais on travaille avec la cohésion sociale. Dans leur centre, on les a formés sur la cohésion sociale. Pour nous, les jeunes, nous voulons que notre pays soit uni et qu'on soit unis et puis notre pays soit vraiment développé. La durée de la formation pour ces métiers techniques est de 4 semaines au maximum à raison de 15 à 20 apprenants par session. Les deux choses à la fois nous intéressent, ainsi que la théorie et les pratiques, puisque nous avons travaillé, on a étudié des choses et puis on regarde un peu très bien. La convention de financement de ce projet avait été signée en décembre 2012. La dégradation brutale de la situation politique en mars 2013 avait entraîné le gel de cet appui. 2 ans plus tard, avec la reprise progressive des activités, il était nécessaire de relancer ce projet de formation professionnelle et d'adapter son contenu et ses modalités d'exécution au nouveau contexte socio-économique du pays. La formation constitue aujourd'hui un levier, une solution pour résoudre cette crise-là à travers l'occupation des jeunes, à leur donner un métier et donc un avenir. Environ 4000 jeunes déscolarisés issus des cycles primaires et secondaires sont formés sur 3 ans dans les zones sécurisées de la Centrafrique. Une démarche qui vise à consolider la qualification du personnel et à renforcer la cohésion sociale. En Grèce, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a appelé lundi l'Union européenne à accueillir plus de réfugiés. Ceci dans le cadre de sa politique de relocalisation. Plus de précisions à travers ce élément. Antonio Guterres a appelé l'Union européenne à offrir plus d'opportunités légales d'installation via notamment la procédure de réinstallation qui concerne les réfugiés bénéficiant déjà de protection, mais dans des pays tiers, en particulier les Syriens réfugiés en Turquie. Dans une conférence de presse donnée à l'issue d'une visite en Grèce, il a plaidé que ce n'était pas un exercice technocratique. Antonio Guterres a évoqué le risque que les réfugiés préfèrent se disperser sans contrôle plutôt que d'être envoyés où ils ne souhaitent pas se rendre. Saluant l'approche humaniste du gouvernement grec et la solidarité des Grecs envers les réfugiés, Antonio Guterres a réitéré son appel à une aide massive de l'Union européenne en faveur du pays qui ne peut pas être laissé seul pour gérer la crise migratoire en cours. Il s'est aussi porté en faux contre toute discrimination dans le choix des réfugiés, alors que la Slovaquie et la Chypre ont déjà affiché leur préférence pour l'accueil de chrétiens. I believe that we all understand that this is not. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un problème qui ne peut pas être géré par un seul pays. Ce n'est pas un problème grec, c'est un problème européen, c'est un problème mondial. Je pense que personne n'est encore totalement préparé à ce nouveau processus, qui n'a jamais été testé dans l'Union européenne et qui nécessite la coopération de tous les membres de l'Union européenne pour fonctionner. Le gouvernement grec s'est beaucoup investi pour créer ces structures dans les îles et le continent pour accompagner le processus. Mais cela sera très complexe et nécessitera la coopération de tout le monde. On ne peut pas avoir une approche technocratique des relocalisations.
On ne peut pas juste examiner les gens et leur dire « vous allez en Allemagne, vous allez en Suède, vous allez en Roumanie » sans prendre en compte les intérêts comme la famille, les liens, les préférences et un dialogue avec les gens. Rappelons que la Grèce a enregistré depuis janvier plus de 400 000 arrivées de réfugiés et migrants. Passons à présent à la revue de presse, ce sera juste après cette petite pause. Joël Tondi, bonjour. Bonjour Génial et bonjour à tous. Alors en Guinée, le ton semble se durcir au lendemain de la présidentielle dans le rang des opposants. C'est le moins qu'on puisse dire. Guinée 360 à sa une. Pour fraude massive, l'opposition demande l'annulation de la présidentielle du 11 octobre. Alors faut-il annuler le scrutin? L'interrogation est à la une de Guinée News qui donne à lire l'avis d'Amos, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, qui réagit donc dans les colonnes de Guinée News. Africa-Guinée, les 7 adversaires d'Alpha Condé boycottent la centralisation des votes. Aminata de conclure, le pays se dirige vers une crise électorale. Et en RDC, la page du président démissionnaire de la CENI, Malou Malou, en passe d'être tournée. Ah oui, il le fallait bien. Le phare, la succession de Malou Malou est ouverte. Le potentiel online, succession de Malou Malou, une équation à multiples inconnus. La prospérité online, l'après Malou Malou a commencé, la société civile face à ses responsabilités. Média Congo, pendant ce temps, à la CENI, ça travaille. Le gouvernement ne décaisse pas suffisamment de fonds pour les élections, se désole la CENI. Direction le Burkina, où l'on conjugue toujours au présent le putsch manqué du 16 septembre dernier. Exactement. Fasozine rapporte à sa une tentative du putsch. La commission d'enquête officiellement installée. Burkina 24, les victimes appelaient donc à se manifester. Les dernières nouvelles du Faso, 30 jours, c'est le délai contractuel pour la commission afin de faire la lumière sur les événements du 16 septembre. Notre Temps publie plutôt une enquête d'Afrobaromètre. 88% d'opinion seraient favorables pour Kafando, 81% pour Zida et 79% pour le CNT. Et enfin, au Mali, l'évasion spectaculaire au camp de la gendarmerie, toujours d'actualité. Oui, on n'en finit pas d'en parler. Le prétoire publie à sa une un dossier, l'évasion spectaculaire du camp de la gendarmerie. Les fugitives auraient reçu une aide extérieure. De qui s'agit-il? Qui soupçonne-t-on? C'est à découvrir avec le prétoire. Le Républicain donne la réaction du collectif des parents des bérets rouges disparus qui s'interroge à quoi doit-on s'en tenir dans les prochains jours. Maliweb nous amène plutôt à Tengueri-Sen. 10 personnes auraient été exécutées. Merci Joël Tondi pour toutes ces informations. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition.